France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est parti pour votre LGF en ce lundi. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre et une bonne reprise à tout le monde, quasiment, voilà, tous les petits bambins notamment qui ont repris le chemin de l'école, à tout le corps professoral et puis à tous les enseignants, enfin à tout le monde quoi, qui ont repris également après une petite semaine, voire 2 semaines pour certains de vacances. Quoi qu'il en soit, c'est la rentrée aujourd'hui et une bonne rentrée, voilà, qui va nous emmener tranquillement jusqu'aux fêtes de fin d'année. Avec donc ce LGF aujourd'hui qui va être séparé en deux. Dans une première partie, vous allez pouvoir évidemment nous appeler pour nous parler de différents sujets jusqu'à 17h. Et puis à 17h, on recevra un invité. Et je vous propose tout de suite, sans perdre de temps, de vous proposer le sommaire de cette émission de ce lundi 6 novembre. Soyez les bienvenus. C'est votre LGF qui démarre jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, le prince héritier d'Arabie Saoudite a fait arrêter des dizaines d'ex-ministres et hommes d'affaires qui seront jugés pour corruption. La purge commence en Arabie Saoudite. Vous pourrez réagir dans quelques instants. 01 40 33 9000. Invité et retour sur une affaire peu médiatisée, l'affaire Yacine, ce jeune retrouvé mort à Aulnay-sous-Bois dans une cave. Sa famille continue de demander, de réclamer la vérité sur la mort de Yacine. Le deuxième rapport d'expertise n'est toujours pas là. Le point sur cette affaire avec Bilal, son frère, qui sera notre invité, et le témoignage exclusif de sa mère tout à l'heure. La question LGF du jour: 35% des Français se disent satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron. À l'inverse, 32% se disent plutôt mécontents, 27% se déclarent très mécontents. Eh bien, on vous pose la question clairement, satisfait ou pas satisfait, sur le Twitter LGF officiel, ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Et enfin, et pour terminer, tout à l'heure, on fera d'émission Libertad. Vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure au 01 40 33 9000. Jeff, le Grand Forum tous les jours avec vous pour vous accompagner, bien sûr, sur France Maghreb 2, toujours au cœur de l'actualité. Tout à l'heure à 17h, nous réouvrirons le dossier de l'affaire Yacine qui n'avance pas et qui est somme toute aussi un peu très peu médiatisé, et on sera avec Bilal tout à l'heure, le frère donc de Yacine, ce jeune homme retrouvé mort dans une cave du côté d'Aulnay-sous-Bois le 14 septembre dernier. Depuis d'ailleurs ce jour-là, le corps de Yacine se trouve toujours à l'Institut médico-légal. Une deuxième expertise a eu lieu. Le rapport de la deuxième expertise, on l'attend toujours, ça fait à peu près une vingtaine de jours maintenant. Et voilà, la famille réclame et continue de réclamer la vérité concernant la mort de Yacine. 24 ans donc retrouvé mort dans cette cave du côté d'Aulnay-sous-Bois. On y reviendra et en détail tout à l'heure. Vous pourrez évidemment poser vos questions 01 40 33 9000. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus pour intervenir. Et puis bien sûr la question du jour à laquelle vous pouvez évidemment participer, répondre sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. La question est toute simple, c'est par rapport à un sondage où 35% des Français se disent satisfaits de l'action de Emmanuel Macron. Eh bien, vous répondez donc satisfait ou pas satisfait sur Twitter LGF officiel ou sur la page Facebook France Maghreb 2. Et justement, alors les résultats sont assez incroyables parce que ça correspond pile poil avec le sondage national, j'ai envie de dire, en tout cas sur la page Facebook France Maghreb 2, puisque 35% des personnes ont cliqué donc sur satisfait de l'action de Emmanuel Macron, contre 65% qui ne sont pas satisfaits. Voilà ce qu'il ressort de notre sondage sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous pouvez également en faire autant du côté de Twitter. On ira voir d'ailleurs un petit peu ce qu'il en est tout à l'heure sur le LGF officiel. Je rappelle également à toutes fins utiles pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent peut-être réécouter l'émission parce qu'ils n'auront pas le moyen d'écouter à cette heure-ci en direct, etc. Bien, vous avez la possibilité désormais, sachez-le, sur le site www.francemaghreb2.fr de réécouter les podcasts du Grand Forum, mais aussi de d'autres émissions évidemment de France Maghreb 2, www.francemaghreb2.fr, ou aussi d'aller sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2 pour écouter évidemment les différentes émissions. Autant de moyens, j'allais dire, simples pour que vous puissiez réécouter en masse cette émission. Alors, j'avais envie d'ouvrir avec vous, si vous le voulez bien, en tout cas, vous parler de ce week-end qui fut mouvementé en Arabie Saoudite où plusieurs princes
mais également ministres, ex-ministres, hommes d'affaires ont été arrêtés dans le cadre des travaux de la commission anticorruption lancée par le prince héritier ce week-end. Le prince donc Mohamed Ben Salman samedi. Si la rapidité d'opération a étonné, eh bien selon Emmanuel Dupuis, qui est un spécialiste de l'Arabie Saoudite, il indique que c'est une véritable purge qui se déroule actuellement donc à Riyad. Selon lui, donc cette purge n'était pas en réalité une surprise, mais elle surprend néanmoins par son ampleur. Donc 11 princes, 4 ministres, 10 anciens ministres, dont plusieurs piliers du système sécuritaire arrêtés ou limogés donc ce week-end. Étonné également pour ce qui est du spécialiste de l'Arabie Saoudite, étonné donc par le calendrier de cette opération, alors que le royaume saoudien fait face à une série de revers dans la région. Parmi ces revers, évidemment la sortie de crise syrienne et irakienne, dont l'Arabie Saoudite, rappelons-le, sort affaiblie, voire marginalisée pour le coup. Donc vous pouvez nous donner votre avis sur cette affaire qui a étonné, mais sans étonner finalement, concernant cette purge donc de l'Arabie Saoudite, donc menée par ce jeune prince héritier de 32 ans ce week-end. Donc des princes, des ministres qui ont été arrêtés. 01 40 33 9000 pour nous donner donc votre avis sur le sujet. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour arriver jusqu'à nous et pour nous donner votre avis qui pour le coup nous intéresse comme d'habitude dans cette émission. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. 01 40 33 9000 pour nous parler peut-être de votre vision, de votre avis sur cette purge donc qui a été menée ce week-end en Arabie Saoudite. Tous les sujets également sont les bienvenus et vous pouvez bien sûr nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Alors, on va, en attendant, évidemment, si vous souhaitez prendre la parole sur cette affaire, sur l'Arabie Saoudite ou sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, eh bien, vous n'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000. Passez donc un long zapping aujourd'hui, en commençant d'ailleurs par hier soir, dans les Terriens du dimanche, Franz-Olivier Gisberg évoquait la situation en Catalogne et particulièrement le sort de son président catalan qui, vous le savez, s'est exilé en Belgique. Pour le journaliste, un bouffon qui a tout fait de travers, une analyse qui n'a pas du tout convaincu Natacha Polony. Écoutez cet échange hier soir. Ma une de la semaine, c'est la farce catalane. La farce catalane, c'est là qu'on voit les médias français notamment, bisounours comme c'est pas permis. C'est formidable la Catalogne. Regardez cette pentonciste, on voit très bien que c'est un personnage grotesque. C'est un bouffon là, ce Carles Puigdemont là. C'est n'importe quoi. Il va s'enfuir en Belgique. Il est parti en Belgique comme Louis XVIII. Il a tout comme Louis XVIII pendant les 100 jours. Il a fait tout de travers. Et bien entendu, le politiquement correct des médias est là à applaudir. Encore, ça commence à devenir gênant maintenant. Juste, Carles Puigdemont est accusé et il est poursuivi par un juge pour rébellion et subversion. Par son coiffeur aussi. Ce qui, ça mériterait, mais c'est un autre problème. Mais ce qui, dans la Constitution espagnole, qui donc a été votée au moment de la transition post-franquiste, avec justement des concessions faites à l'armée, ce qui peut lui valoir 30 ans de prison. J'aimerais beaucoup savoir si vous, messieurs, vous risqueriez 30 ans de prison, ou si vous iriez poursuivre votre combat ailleurs. Tout ça est une farce. On peut être contre, on peut débattre sur le fond, mais traiter les gens de bouffons ne me semble pas la meilleure analyse politique. Voilà pour ce qui est de Natacha Polony et de ses interrogations par rapport à cette analyse donc de Franz-Olivier Gisberg. Est-ce que vous partagez d'ailleurs l'avis de Natacha Polony pour le coup? Est-ce on ne doit pas traiter comme ça les gens de bouffons comme l'a fait Franz-Olivier Gisberg? 01 40 33 9000. Hier soir était diffusé l'émission Face au tableau qui s'était fait remarquer, vous le savez, pendant la présidentielle où il y avait eu quelques invités, pas des moindres d'ailleurs, François Fillon, Emmanuel Macron et bien d'autres, bien sûr Jean-Luc Mélenchon. C'était diffusé donc sur C8 hier à l'occasion du 2e numéro et parmi les invités, Omar Sy à la question que pensez-vous de Donald Trump? Eh bien celui-ci a hésité à répondre et il s'en explique. Vous pensez quoi de Donald Trump? Donald Trump, tu sais que je suis immigré là-bas. Donc si je parle mal du président, il est un peu énervé, il peut me mettre dehors. Mais ouais, je suis un peu comme tout le monde. En général, j'évite de parler de politique déjà parce que dans ma position, c'est délicat parce que avec
la manière de communiquer aujourd'hui, les choses vont très vite et des fois elles prennent des proportions qu'elles ne devraient pas prendre. Et donc parler de politique en général, j'évite. Mais là, c'est quand même un truc conséquent, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a un très gros pouvoir et qui a pas l'air de le mesurer. Voilà ce qui m'effraie chez Donald Trump. Et je vais en rester là parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un avion pour revenir en France. What do you think about racism in the United States? Écoute, c'est très bien dit, tout ça. Je vais te répondre en français, ça t'ennuie pas. J'en pense la même... Could you say it in English, please? Oh là là, vache, ça... Oh là là. Bon, for me, there is racism all over the world, right? And racism in US and racism in France is different because of the culture. Voilà, Omar Sy, qui maîtrise bien l'anglais évidemment et qui avait l'air très à l'aise en tout cas avec les enfants. Il en a pas mal d'ailleurs lui. L'ami Omar Sy, donc qui hésite ou parle de Donald Trump, mais de manière assez timide. Il n'a pas envie de revenir en France, on l'a bien compris. Autre invité de cette émission face au tableau hier soir sur C8, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et quand les enfants lui font goûter ce qu'il mange à la cantine, eh bien franchement, elle apprécie moyen visiblement, en croire les images. Vous n'êtes pas obligé de tout. Alors attends, je vais te dire un truc quand même. Hein. Toutes les 3 semaines, je vais dans une école ou un collège de Paris et je vais manger à la cantine avec les enfants et je goûte. Alors j'espère que quand je viens, ils font pas un truc meilleur parce que sinon ça serait pas top. Bah, tu crois qu'ils font ça? Parce que ce repas-là, donc il y a quenelle de brochet qu'on a presque tout le temps. On a de la purée. Des concombres avec de la sauce. Je vous laisse goûter. Donc c'est pas froid. T'es sûr, c'est pas froid. Hein. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Mais j'ai pas tout mangé, hein. Donc ça c'est des concombres. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Ça va. Ça va. C'est l'entrée. Ouais. Alors la quenelle, elle est un peu dure, hein, la quenelle. Puis y a pas de sauce, y a rien du tout. Non. C'est un peu bourratif. Hein. Voilà. Attends, je bois un verre d'eau. Ouais, c'est la technique, on boit des verres d'eau. Ouais, ça c'est pas mauvais. Hein. Et vous mangez du pain. Oui, c'est l'autre technique. C'est le meilleur. Et la purée, c'est bon la purée, vous aimez? Ça dépend. Des fois, il y a des gros grumeaux, donc c'est pas... Ouais. Là, ça va à peu près. Yaourt, je vais pas goûter parce que je connais. Bon... C'est pas hyper bon, c'est vrai. Voilà. Hein, bon, mais je leur dirai, d'accord? Oui, donc nous, on aimerait bien que ce soit un peu meilleur. Ouais, alors c'est vrai. Bon, pour faire clair, c'est un peu dégueu. Hein, pour faire simple, voilà, c'était Anne Hidalgo donc qui goûtait le manger des enfants à la cantine, voilà. Pas sûr quand même que voilà, on puisse la croire quand elle nous dit qu'elle va dans tous les 3 semaines goûter dans les cantines d'école. Alors ça dépend dans quelles écoles, hein, peut-être en l'occurrence. Mais hier soir, bon, ça avait pas l'air franchement appétissant pour le coup. Et enfin, pour finir, autre invité dans cette même émission, le Premier ministre, Édouard Philippe. Et là, ça ressemble vraiment à un gros coup de com'. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre avis au 01 40 33 9000. Quand le président rappelle le Premier ministre devant les enfants à l'école dans l'émission Face au tableau. Écoutez. La vraie bonne règle, c'est quand quelqu'un te tutoie, tu le tutoies. Et quand quelqu'un te vous voit, tu le vous vois. Donc si vous voulez me tutoyer, vous pouvez. Non, en fait ça se fait pas, vous êtes une personnalité politique importante, donc... Et alors Quoi, t'es une personnalité écolière importante? Ah. Allô Edouard. Alors attention, hein, je te mets sur haut-parleur là. Là, ils ont la pêche. Hein. Vas-y. Vous m'avez l'air d'avoir la forme, en effet. Ils sont assez en forme, Alors, est-ce que le cours fait par le Premier ministre se passe bien? Oui. Est-ce qu'il vous apprend tout ce qu'il doit? Oui. Tiens, s'ils étaient comme ça à l'Assemblée, ce serait plus facile. Hein. Allez, ah oui, Raphaël, plus prudent, dit pour l'instant, ça va. Il maintient la pression sur le Premier ministre. Il maintient la pression. Cassiopée a une question. Vous nous avez promis que vous nous inviterez à l'Élysée si vous êtes élu président. Ah oui? Oui. Ah, mais je me souviens de Cassiopée. Ah oui. Eh bien, écoutez, Banco, vous avez le Premier ministre avec vous. Allez, je m'en occupe. Le contact est établi, vous viendrez à l'Élysée pour prendre un goûter. Je m'en occupe.
Je m'en occupe. Bon, allez, pardon, Monsieur le Président. Mais non, mais c'est très sympa. J'y retourne et je crois qu'ils étaient contents. Salut. Edouard, bon courage à midi. Merci. Tu dis quoi? Je crois qu'il avait dit quoi? Ah oui. Pardon. Bon, voilà. Merci. Vous aurez noté qu'il lui a raccroché au nez quand même, monsieur le président, Edouard Philippe. Voilà. Gros coup de com' ou pas d'ailleurs? 01 40 33 9000. Dites-moi ce que vous en pensez. 01 40 33 9000 pour le coup avec cette prestation d'Edouard Philippe hier soir dans l'émission Face au tableau sur C8. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Christophe, c'est le docteur. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Oui, et vous, ça va? Donc, est-ce que là, je peux vous poser plusieurs questions? Moi, je vais m'en occuper de l'histoire d'Arabie Saoudite, si oui. vous permettez. Ah, la purge en Arabie Saoudite, hein, pour le coup. Voilà, donc, on peut pas se réjouir d'aucun pays. Mais le problème, c'est que ils ont pris un chemin dangereux, les Saoudiens, depuis toujours. Donc, je peux vous référer à je pense France 24, je raconte des bêtises. C'était il y a 2-3 jours, ils ont parlé avec des journalistes un peu de tout de long, tout ça, donc à propos de ça. Apparemment, ils n'ont pas de chance. Les Saoudiens, là où ils placent leurs mains, c'est la catastrophe. Alors, je m'explique. Je m'explique ce qu'ils ont dit, c'est pas trop faux. Vous savez, il y a une reculade pour le Kurdistan irakien. Là, peut-être c'est pas le même sujet, mais pour vous faire comprendre, en résumé. Donc, les Saoudiens, comme par hasard, pourtant sont des arabisants, tout ce que vous voulez, ils ont soutenu le Kurde pour commencer à placer des pions contre leurs ennemis jurés, les Iraniens. Mais là, depuis qu'ils ont placé leurs mains, c'est la catastrophe chez les Kurdes, abandonnés et lâchés par tout le monde, y compris les Américains. Ça, je vous explique pas, vous le savez mieux que moi. Donc, les journalistes, là, il y avait un peu de tout qui était sur France 24, en langue arabe. Ils ont dit, c'est la malchance où, bon, en Irak, on termine par l'Irak, en Irak, là, ils sont alliés, ils ont poussé Saddam Hussein, vous le savez, dans les années 80 pour attaquer l'Iran. C'est la catastrophe des millions de morts. Et puis, ils ont lâché Saddam pour aller comploter contre lui. Et vous savez, ils ont offert sur un plateau d'argent, pour ne pas dire en or, l'Irak aux Iraniens. Ça, c'est... Et en Syrie, je vous dis pas la suite. En Syrie, ils ont échoué, mais échec total. Bon, ils ont lâché même, comme par hasard, l'opposition qu'ils ont fabriquée. Donc, actuellement, en Arabie Saoudite, on pense qu'il y a un règlement de compte au niveau de la famille royale. Oui, ça c'est clair, c'est évident. Faut-il aussi lier la démission du Premier ministre Hariri? Voilà, donc comme le sujet est très complexe et compliqué, comme il le disait Charles de Gaulle, l'Orient complexe et compliqué dans les années 35, en fait, on a déjà parlé l'histoire du Liban, comme l'histoire de la Syrie de 37, et le président est maronite, enfin chrétien maronite, le Premier ministre est sunnite, musulman sunnite, et le président du Parlement est un musulman chiite, et sans parler des Druzes, ils ont des postes, tout ça, au niveau de l'armée. Actuellement, d'après les nouvelles qu'on reçoit, il est en résidence surveillée à Riyad. Donc le président libanais, là il faut le voir à travers les chaînes libanaises, si vous pouvez capter quelques chaînes NBC, tout ça, libanaises, en anglais comme en français ou en arabe, là il explique que le président Michel Aoun, il a dit ce matin, il a déclaré que il ne peut pas accepter cette démission. Il n'est pas accepté parce que il a été fait en dehors du pays, du territoire national libanais. Donc, alors s'il ne reconnaît pas, le gouvernement va rester sur place avec les ministres qui peuvent bosser dans leur bureau. Le problème maintenant, l'analyse encore de Nasr, un journaliste libanais, s'appelle Nasr, qui parle en français aussi bien qu'en arabe, dans toutes les chaînes. Il a dit, en fait,
Les Saoudiens, là en fait c'est Trump qui pousse beaucoup le jeune gamin là, le 30 ans, Mohammed Sultan, pour faire tout ça, toutes ces purges, tout ça. En fait, c'était pour essayer de diviser les Libanais entre eux et contourner Hizb Allah au Liban. Mais en fait, il y a encore un échec. Ça, c'est par rapport à l'histoire du Liban. Ouais. Et là, les Libanais et le ministre de la Défense, il a dit, d'après leurs nouvelles, il n'y a aucune menace qui a été proférée contre Hariri au Liban. Oui, parce qu'on rappelle aux auditeurs qu'il a démissionné en déclarant qu'il se sentait menacé, et donc il a préféré démissionner. Oui, c'est la déclaration. En fait, c'est comme si un premier ministre français va démissionner à Bruxelles, où on voit ce qui se passe pour la Catalogne. Oui, c'est vrai que ça l'a. Oui. C'est comme si on prend quelqu'un et va démissionner dans un. D'abord, c'est même pas la peine de parler de la politique intérieure quand on est État-nation dans un pays reconnu, quoi. Ça, c'est par rapport au. Mais en fait. Le plus, c'est l'homme d'affaires saoudio-libanais qui l'ont emprisonné depuis hier soir, s'appelle Walid Ibn Talal. Je sais pas si vous entendez parler de lui. Lui, c'est un 5e milliardaire du monde. Donc, son père est un des rois d'Arabie, Talal, ou prince héritier à l'époque, il y a 60 ans, il a 62 ans. Et son grand-père, donc, paternel, et c'est un descendant direct de Abdelaziz Ibn Saoud, et son grand-père maternel, parce que sa maman est une Libanaise, d'ailleurs c'est lui qui a George V chez nous à Paris, c'est lui qui possède George V, c'est Riyad Salah. Au fait, Riyad Salah, c'est le premier ministre libanais, on va dire, des années 40. Très bien. Voilà. Docteur, un petit mot rapide sur la Syrie, parce que là, les grandes villes, on pense évidemment à Raqqa, et on pense aussi à Deir ez-Zor, ont été libérées, là, pour le coup. Ah oui, c'est la totale. C'est-à-dire, il reste qu'une ville, Boukamal, qui est prise en étau par l'aviation russe et par l'armée nationale syrienne. Ça, je vous donne comme déjà mais le problème, actuellement, c'est entre les Américains et les Russes. Rappelez-vous, Monsieur Christophe, on en a parlé il y a 3-4 années. C'est comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, les 22e parallèles. On en a parlé avec l'ensemble de votre équipe. En fait, il y a un problème actuellement de contre le temps entre l'armée kurde, si on peut appeler ça les forces démocratiques kurdes, syriennes, même appuyées par les PKK turcs, à Raqqa, et les Turcs ferment leurs yeux sur l'armée syrienne et leurs alliés, nouveaux alliés russes de Deir ez-Zor pour aller en étau. Le problème est là actuellement, il y a la débandade, il y a plein de prisonniers, mais seulement les Kurdes maintenant sont en deuil parce qu'ils étaient lâchés, leurs cousins, leurs frères en Irak, Masoud al-Barazani qui a terminé là-bas, donc ils croient plus aux Américains et à leurs alliés. Et historique, il faut que les gens le sachent, il y a 6000 soldats américains au nord de la Syrie. C'est historique, ils attendent ça depuis un siècle, les Américains. Donc voilà. Mais les Kurdes actuellement, ils sont en train de peut-être passer de l'autre côté, allégeance à Bachar, enfin au régime actuellement. De toute façon, les Russes, ils partent pour un État fédéral. Bon, on en reviendra pour la Syrie. La seule solution est politique et fédérale. Ils vont réunir pour la première fois les Kurdes avec les autres composantes à Souchi. Mais là, apparemment, le 18 novembre a été différé, sine-die, avec 33 nations et composantes syriennes. Très bien. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur, en tout cas, pour votre analyse. Et c'est triste quand même ce qui se passe même chez les Saoudiens. On ne peut pas réjouir, malheureusement, c'est d'un pays une instabilité. Parce que ça va pour l'instabilité d'une région qui est volcanique. Voilà. Merci docteur, à bientôt pour nous avoir en tout cas livré votre analyse. Dans un instant, suite et fin de notre zapping avec notamment Edoui Plenel qui a évidemment été interrogé sur l'affaire Tariq Ramadan. Et puis nous écouterons aussi, tiens, alors ça on va se faire plaisir messieurs dames, quand on parle de double discours, quand on parle de quelqu'un qui change d'avis en permanence, quand on parle de quelqu'un qui a une position le lendemain à une autre. Évidemment, vous m'avez entendu, c'est Manuel Valls. Et pour le coup, il en a fait une nouvelle fois la preuve hier, avec des propos qu'il avait tenus il y a quelques années, vous vous souvenez de l'affaire DSK.
et des propos qu'il tient aujourd'hui pour Tariq Ramadan. Bon, ce que disait Manuel Valls il y a quelques années ne vaut plus, en tout cas en ce qui concerne Tariq Ramadan. On l'écoutera tout à l'heure, voilà, preuve à l'appui. Et puis dans un instant, évidemment, nos invités pour parler de cette affaire Yacine du côté de Aulnay-sous-Bois, avec Bilal, son frère, qui sera avec nous pour faire le point sur cette affaire que l'on avait ici médiatisée et que l'on va essayer de reparler, faire le point en tout cas sur cette affaire, parce que ça n'a pas évidemment beaucoup avancé et on essaiera d'en parler avec vous. La question du jour, je vous la rappelle, 35% des Français se disent satisfaits par l'action d'Emmanuel Macron, et vous, sur Facebook ou Twitter, vous répondez satisfait ou pas satisfait. Je vous donne le résultat dans un instant. À tout de suite. Vous allez voter donc sur le Facebook France Maghreb 2, sur le Twitter LGF officiel. 17h05, merci d'être avec nous en direct dans le Grand Forum jusque 18h sur France Maghreb 2, et comme promis, évidemment, on va reparler de cette affaire que on a été, je pense d'ailleurs, sans nul doute la première radio à révéler, savoir l'affaire Yacine. Avec nous en studio aujourd'hui Bilal, son frère, de tous les combats depuis évidemment ce drame du 14 septembre dernier. Bilal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Accompagné de Item aussi, qu'on va saluer, hein. Je sais qu'il voulait pas trop parler, mais bonsoir à toi, Item. Bonsoir. Ami de la famille. Oui, c'est voilà. Ça. Et puis on va saluer aussi parce qu'il mérite d'être salué. Il s'appelle Adama. Il est présent sur les réseaux sociaux. La Révolution en marche. Rien à voir avec le mouvement en marche d'Emmanuel Macron. Adama. Salut Adama. Salut, comment vas-tu, ça va? Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. On entend beaucoup parler de toi en ce moment, hein. Oui, sur Facebook notamment, sur Twitter, la Révolution en marche. Donc pour le coup, tu suis également cette affaire de Yacine? On fait plus que suivre, on accompagne, c'est la famille. C'est depuis le début, on essaie juste d'avoir la vérité. Et donc voilà. Alors va, si tu le veux bien, Bilal, faire un petit retour en arrière pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi cette affaire, et pour cause. C'est vrai que tellement peu de médias l'ont médiatisé, ou alors peut-être l'ont fait, mais pour raconter des âneries et des mensonges, à l'image de quelques grands médias. On ne va pas les citer, on va pas leur faire de pub. Ceci étant, donc, le 14 septembre dernier, votre frère Yacine, âgé de 24 ans, a été retrouvé mort dans une cave, dans le bâtiment dans lequel il habitait. Vous habitez également vos parents, votre famille, à Aulnay-sous-Bois. Vous avez d'ailleurs, et j'invite tous les auditeurs à aller voir la dernière publication Facebook de La Vérité pour Yacine, que l'on a d'ailleurs partagé sur notre Facebook France Maghreb 2. Donc allez-y si vous avez la possibilité de le faire, parce que vous avez fait en fait le travail de la police, qui est assez incroyable. Vous avez fait une reconstitution de ce qui s'est passé depuis donc que Yacine a passé sa soirée avec ses copains dans une voiture en train de jouer au poker sur leur téléphone, parce qu'ils devaient accompagner l'un d'entre eux à l'aéroport. Jusque-là, j'ai tout bon. Oui, tout à fait. Et donc, le drame est intervenu aux alentours de 4h30, 4h40 du matin, où il appelle donc votre mère pour aller chercher les clés de l'appartement, parce que cette dernière allait travailler. Et de la voiture qui était garée à proximité du bâtiment, à peu près même pas une minute de marche, jusqu'à donc ce qu'il puisse aller à l'appartement, il n'est jamais allé. Il a été retrouvé par un dératiseur à 10h du matin, le corps face contre terre, pantalon baissé, avec une barre de fer en dessous de lui et de nombreux hématomes. Voilà un petit peu pour l'affaire. Et depuis Bilal, vous avez cessé d'abord. Alors, ça a commencé déjà de manière assez dramatique. Pour ne serait-ce que déposer une plainte, il a fallu que vous y preniez à 5 reprises. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors pourquoi le commissariat, la gendarmerie, enfin la commissariat en l'occurrence, refusait de prendre votre plainte? C'était quoi le problème? Eh bien, ça a été différentes raisons. Tout d'abord, la première fois quand je suis parti au commissariat de Bobigny, parce que je me suis dit que aller à Bobigny, vu que ça s'est passé à Aulnay, ça serait peut-être plus facile de porter plainte. Donc je suis parti là-bas, ils m'ont dit que non, vu que ça s'était passé à Aulnay, c'était mieux d'aller directement là-bas, vu qu'ils avaient déjà le dossier, etc., etc. Donc je suis parti à Aulnay. Immédiatement, on m'a bloqué à Aulnay, à la grille. On m'a dit pourquoi je venais, etc. Donc j'ai raconté toute l'histoire à l'agent. Et là, il m'a répondu, dans ce cas-là, pour quelle raison vous voulez porter plainte? J'ai dit, écoutez, n'importe qui se fait dérober son téléphone ou qui se fait voler son chat, il peut porter plainte. Moi, j'ai eu un décès dans ma famille, dans des circonstances plus que douteuses. J'estime que j'ai le droit de porter plainte pour homicide volontaire contre X. Donc, il m'a dit, non, là, on est en travaux, écoutez, allez à Sevran.
Donc je suis parti à Sevran. Et là, à Sevran, j'ai vu l'OPJ en charge de l'enquête. Et là, il m'a indiqué qu'il était encore en train de taper le rapport, qu'il allait finir très tard, etc., de revenir plus tard. Donc j'ai fait preuve de bonne volonté, je suis reparti. Et je suis revenu la fois d'après. En fait, là, je suis parti avec mon avocat au commissariat de Montreuil, vu que son cabinet est là-bas et que le commissariat est à 2 pas. Donc lui, il avait l'habitude d'y aller. Donc je suis parti serein. On est arrivé au commissariat, ils nous ont bloqués dans le sas d'entrée pendant une quinzaine de minutes. Ils ont passé des coups de fil à gauche et à droite et puis ils sont revenus vers nous pour nous annoncer que non, c'était mieux finalement d'aller à Aulnay, encore une fois. Donc là, mon avocat évidemment était médusé, mais bon, nous sommes quand même je suis parti à Aulnay le lendemain en contact téléphonique avec mon avocat. Là, je suis arrivé. Rebelote, on m'a bloqué à la grille, j'ai insisté, ils m'ont fait entrer dans le commissariat, ils m'ont fait vider mes poches sur le comptoir, ils m'ont palpé, et ensuite l'OPJ m'a dit que non, etc. pour le même discours. Là, j'ai insisté, j'ai appelé mon avocat et le commandant de police est venu, commandant du commissariat, la commandante. Je lui ai expliqué le parcours du combattant, etc. Elle m'a compris, elle a vu que j'étais déterminé. Donc à ce moment-là, au bout de la 5e reprise, environ 10 jours après que mon frère a été retrouvé, c'est à ce moment-là que j'ai porté plainte. Et ensuite, 2 jours après, mon avocat était au tribunal de Bobigny et le parquet, le procureur lui a dit que la plainte déjà que j'avais déposée, elle allait être refusée, qu'il n'allait pas donner suite. Classée sans suite. Voilà. Ouais. Et que la contre-expertise, il voulait pas en entendre parler. Alors vous avez évidemment sollicité, mobilisé à travers des réseaux sociaux, en relayant aussi cette affaire dans notre émission sur France Maghreb 2, très rapidement d'ailleurs. Ça a été couronné de succès parce que vous avez été suivi par pas mal de personnes qui vous ont rejoint pour crier votre détermination, pour demander tout simplement à ce que la vérité soit connue. Et je rappelle d'ailleurs ici présent Bilal ainsi que toute la famille et les proches de ce dossier n'ont jamais accusé qui que ce soit, parce que je te dis ça parce que tout à l'heure j'ai eu des échanges de téléphone, des gens qui me disent oui, ils ont accusé la police. Absolument pas. À aucun moment vous avez accusé la police de quoi que ce soit. Vous avez simplement, et vous demandez et continuez de demander, de réclamer la vérité concernant le décès de votre frère, parce que on va préciser que pour la police, l'affaire était vite bouclée. Il s'agissait d'une overdose de drogue. Tout à de fait. Cocaïne, pour être très clair. Tout à fait. Moi, je défie quiconque de me sortir un audio ou un écrit où j'accuse la police. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que l'enquête, elle a pas été faite. Au bout du 2e jour, la piste criminelle a été écartée officiellement, directement. Mais quand je suis arrivé, moi, sur place, le jour même du décès, 4 heures après, la police m'avait annoncé, avec la présence de quelqu'un du bureau du procureur, que c'était une overdose, que c'était une surdose de drogue. Donc comment 4 heures après le décès, ils n'ont pas les éléments toxicologiques, ils n'ont pas les éléments d'enquête, ils n'ont pas les analyses, comment ils peuvent annoncer à une famille en deuil, à une mère qui vient de perdre son fils, comment ils peuvent annoncer dans des circonstances aussi troubles? Je le rappelle, Christophe, tu l'as très bien dit, le pantalon baissé, les blessures, la barre de fer en dessous, le fait qu'il devait rentrer incessamment sous peu. Comment on peut annoncer à une mère qui vient de perdre son fils qu'il est mort de surdose de drogue? Comment? Dans ces conditions, moi je trouve ça hallucinant. Alors le parcours évidemment ne s'est pas arrêté là, parce que votre frère donc a été transporté à l'Institut médico-légal. Il y a eu une première expertise de fait. Oui, tout à fait. Quel en a été le résultat? Eh bien en fait, la première expertise, elle a été faite le lendemain, donc le 15 septembre. Les résultats, ils ont été, ils ont fait leur analyse des cheveux, du sang, etc. Ils ont listé toutes les blessures. Donc il y a ça comme blessure. Il y a tant de drogue dans le sang, rentrant dans une fourchette possiblement mortelle, donc probable mort mortelle, mort toxique, excusez-moi. Donc anatomiquement parlant, physiquement parlant, il n'y a pas de lésion du cœur, il n'y a pas de lésion du cerveau, il n'y a pas de cause de la mort dans ce rapport. Et donc moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un média qui a annoncé que la seconde autopsie avait été faite et que elle le concluait comme la première
à une surdose de drogue. Alors que même la première dit que c'est une probable mort toxique. Elle dit pas que c'est une mort due à la drogue. Et surtout que la deuxième n'est pas encore arrivée sur le bureau du juge. Donc comment elle a fait pour arriver dans le bureau des journalistes? Exactement. Donc voilà. Soit c'est un mensonge pur et dur, soit c'est le parquet de Bobigny qui induit en erreur les journalistes. Il y a que deux possibilités. Alors, pour demander cette contre-expertise, pourquoi vous avez demandé d'abord cette contre-expertise? Parce que vous avez constaté des différences sur sur les plaies de votre frère que vous, juste pour traduire et expliquer un petit peu aux auditeurs, vous voyez à l'institut médical à travers une vitre. Alors vous, on vous dit voilà, effectivement, il a quelques blessures, sauf que quand vous arrivez sur place, vous constatez que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on vous avait dit, déclaré. Oui, en fait, à mon père, à ma mère, ma sœur et moi, on nous a annoncé, la police nous a annoncé que il avait simplement une blessure au front, une petite blessure au front et sur les mains, due à une chute. Donc nous on est parti à l'IML, à la morgue. Quand on est parti là-bas, la présentation, elle se passe derrière une vitre en fait. Quand on est parti la première fois, on a vu le côté droit du visage. Donc là, on a pu constater effectivement sur le côté droit qu'il y avait une trace avec des griffures. Ouais. Par contre, il y avait une blessure sur la paupière haute, côté droit, sur l'œil. Il y avait une blessure sur le nez, en travers, au milieu du nez. Il y avait une blessure sur la lèvre. En plus d'une blessure sur le front, au-dessus de l'œil, circulaire, très rouge et un petit peu enfoncée. Donc là, on s'est dit, il y a quand même plus de blessures que ce qu'on nous a dit. Bon, mais on a vu qu'un seul côté. Vu que c'est derrière une vitre, on n'a pas accès au corps. De profil, on voit pas l'autre côté, tout simplement. Donc la seconde fois quand nous sommes partis à la morgue, là, la présentation elle nous a été faite de l'autre côté, du côté gauche. Et là, on a vu des gros hématomes sur la tempe, et on a vu que le nez était un peu gonflé, un peu tuméfié. Donc là, on s'est dit, mais attendez, les hématomes du côté gauche, les blessures côté droit, à la paupière, sur le front, il a pas pu se faire ça tout seul, avec une chute. Les blessures sont incompatibles avec une chute, c'est impossible. D'où votre demande de faire une contre-expertise. Tout à fait. Et cette dernière n'a pas été facile à obtenir. Hein. Non, pas du tout. On a dû se mobiliser. Une première mobilisation d'abord au quartier Savigny, à côté de chez nous. Donc là, on avait réussi à mobiliser 400 personnes qui étaient venues nous soutenir, se recueillir avec nous. Et puis ensuite, on s'est mobilisé devant le tribunal de Bobigny. On est parti, on était une centaine avec des tentes, avec des banderoles, voilà. On a exigé nos droits. Et puis là, au bout d'une heure de temps, le parquet a appelé mon avocat pour lui dire que j'avais rendez-vous 2 jours plus tard avec la procureure de la République, avec la plus haute juridiction du procureur au tribunal. Donc le rendez-vous a eu lieu. Le rendez-vous a eu lieu. Comment s'est-il passé? Est-ce qu'il a été fructueux? Est-ce qu'il a été cordial? Est-ce qu'il a été... Eh bien, en fait, eux m'ont demandé pour quelle raison je souhaitais une deuxième autopsie. Ouais. Donc, je leur ai expliqué tout ce que je viens de vous dire. Je leur ai expliqué tous les éléments troubles. Je leur ai expliqué pourquoi la première autopsie a été bâclée, vu que, comme je vous ai dit, les conclusions déjà c'est probable mort toxique, déjà de 1, et de 2, il n'y a pas de cause réelle de la mort. Il n'y a pas de cause de la mort, à part la présence de drogue dans le sang et les blessures, il n'y a rien sur le rapport. C'est-à-dire, vous, demain, si vous consommez de la drogue, si je vous empoisonne avec de la drogue, ou peu importe, si vous avez de la drogue dans votre organisme, je vous attrape dans un coin de rue, je vous tabasse, vous tombez par terre, on peut dire que vous êtes mort de drogue. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, nous, on a bien expliqué ça à la procureure de la République. Elle l'a entendu? Elle a entendu, elle a dit je vais y réfléchir. Ensuite, le lendemain, elle a changé d'avis, elle a dit je m'oppose plus à la contre-autopsie, je vous laisse faire, mais par contre je passe le dossier au juge d'instruction. Ouais. Nous on s'est dit bon, c'est une avancée. On est parti, l'affaire a été instruite, c'est-à-dire le doyen des juges d'instruction a pris l'affaire, c'est un juge enquêteur, il a pris l'affaire, et puis il a ordonné la seconde autopsie sans qu'on ait un droit de regard sur le médecin. Donc nous, si on voulait faire une contre-autopsie, c'est pour avoir choisir une liste, votre, au moins être consulté, concerté. On est une famille de victimes, on n'est pas des auteurs d'actes.
On est une famille de victimes. Nous, on a l'impression que l'institution judiciaire ne sait pas faire la différence entre une famille de victimes et des auteurs d'actes. On n'a pas été considérés. On n'a pas été entendus. Il a fallu qu'on aille devant le tribunal avec des mégaphones, avec des banderoles pour se faire entendre. C'est quand même incroyable. Donc deuxième expertise qui a eu lieu sans que vous ayez été averti. Voilà. Tout à fait. Consulté concernant le choix du médecin légiste, c'est comme ça qu'on appelle ça. Exactement. Donc ce rapport, cette deuxième expertise n'est toujours pas arrivée sur le bureau du juge. Toujours pas. D'après ce qu'on vous dit en tout cas. D'après ce qu'on nous dit. Ça fait combien? 24 jours? 25? C'était la première, c'était le 10 octobre. La deuxième autopsie a été pratiquée le 10 octobre. Ouais. Il faut savoir que la première autopsie, le premier rapport d'autopsie, on l'a obtenu en moins de 3 semaines. Ouais. Et que là, ça fait 4 semaines. Donc quand même, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire preuve de bonne volonté. Et depuis le 14 septembre, votre frère est toujours à l'Institut médico-légal. Il est toujours là-bas, c'est-à-dire que ma mère, elle attend toujours de pouvoir enterrer son fils. On attend toujours de pouvoir enterrer mon frère pour qu'il repose en paix. Nous, dans notre culture, c'est vraiment très 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 dur de faire ça. Ouais. Parce que nous, on fait ça parce que, en fait, Yacine, c'était quelqu'un de vraiment très très bien. Je sais qu'on dit souvent ça des morts, mais ils ont essayé de le salir au maximum ensuite. Vu que c'était quelqu'un de bien, quand on a vu comment ils ont essayé de le salir, c'est-à-dire le parquet, comment ils communiquaient sur Yacine, ils le faisaient passer pour un toxicomane qui est parti prendre de la drogue dans une cave et qui s'est écroulé. Je suis désolé. Avec, comme je vous ai dit, toutes ces circonstances troubles. Alors, c'est pas possible de dire Bilal, ça. pardon de te couper. On a la pub, on s'en débarrasse très vite. On aura également ta mère au téléphone pour son témoignage, je crois, exclusif sur France Maghreb 2. Vous devez évidemment vous douter ce que cette mère endure et toute cette famille, bien entendu. On continue de faire le point sur cette affaire et à réclamer vérité pour Yacine. C'est tout le combat que vous menez aujourd'hui. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec nos invités, Bilal, le frère de Yacine qui est avec nous pour faire le point sur cette affaire qui n'avance pas du tout pour le coup. Est-ce que vous gardez quand même la détermination, Bilal? Je sais que ça doit pas être facile tous les jours de se dire, mais avec tous ces obstacles, finalement, est-ce qu'on va pas aller enterrer Yacine et puis tant pis? Eh bien, en fait, c'est vrai que c'est pas facile. Mais quand on est victime d'une injustice, il y a que 2 solutions. Soit vous baissez les bras et puis vous vous laissez écraser, soit vous vous battez et puis il y a une probabilité, il y a une chance que vous obtenez gain de cause. Donc pour moi, la solution la plus judicieuse, c'est de se battre. C'est de demander la justice. Est-ce que vous avez encore confiance en la justice aujourd'hui? Tout à fait. Moi, j'attends toujours que la justice me montre preuve de bonne volonté. Je suis toujours ouvert. J'ai aucun parti pris. Moi, depuis le début, j'ai pas douté de la police, j'ai pas douté de la justice. Mon comportement, c'est adapté en fonction du leur. C'est pas le contraire qui s'est passé. Alors, vous avez relevé dans cette affaire vous-même, vous avez fait le travail finalement de ce que devait être fait par la police. Vous avez relevé pas moins de 19 zones d'ombre. Et j'invite tous les auditeurs à aller voir la dernière vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, via La Vérité pour Yacine, que l'on a relayé d'ailleurs sur la page Facebook France Maghreb 2. Donc allez voir, vous avez fait carrément votre reconstitution, vous, de ce qui s'est passé, avec qui il était ce soir-là. Voilà, toute la soirée, vous l'avez retracé jusqu'au moment du drame. Et on a vu votre maman qui était avec nous d'ailleurs ici en direct. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bienvenue sur France Maghreb 2. C'est vrai que j'ai pas envie de vous embêter très longtemps, juste que vous passiez votre message auprès des auditeurs. Je disais tout à l'heure en antenne auprès de Bilal que j'étais moi personnellement effaré, choqué pour ne pas dire autre chose du peu d'intérêt de cette communauté. Vous vivez un drame. Vous avez perdu votre fils dans des circonstances qui restent jusqu'alors inconnues. Vous réclamez simplement une vérité concernant la mort de votre fils. Et, chère madame, j'ai l'impression quand même que cette communauté ne vous soutient pas, ou en tout cas pas comme elle le devrait. Quel est le message que vous avez envie de faire passer à ceux qui nous écoutent ce soir, madame? J'ai envie de dire que
Moi, j'ai perdu mon fils, Yacine. C'était mon ami, c'était mon chéri. Il reste toujours mon chéri. Et je sais que tous les mamans qui perdent un enfant, ils ressentent ça. Ils ressentent ça. Alors, je demande une enquête pour savoir mon fils qui devrait être, il était loin de la maison, l'équivalent de 5 minutes ou peut-être pas, et comment il s'est volatilisé, comment il s'est enlevé, comment c'est passé. C'est des questions qui, en plus, depuis que j'ai perdu mon fils, je ressens comme si on m'a arraché les bras. On vit plus, moi, ses sœurs et son frère. C'est pas possible qu'on nous arrache Yacine, que Yacine s'est volatilisé comme ça, et on vit toute la vie, on va se dire, c'est sans raison. C'est comme ça. Il est parti. Mais comment? Dans ce cas-là, tout le monde peut mourir parce qu'il est sorti de chez lui ou parce qu'il est rentré tard de chez lui. Et puis il n'y a pas d'enquête, on va pas savoir pourquoi. C'est pas possible. Elle n'est pas comme ça, la vie. Il y a des raisons. Et moi, je veux savoir la raison. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Si chaque personne, elle meurt tuée, et on fait pas d'enquête, il est mort et puis c'est tout. Parce que dans les yeux des gens, on va le salir et tout le monde va rien dire. Dans ce cas-là, ça va continuer. Il y a des criminels qui vont courir dans la nature et à chaque fois, ils vont recommencer. C'est pas possible. Chère madame, on vous a vu témoigner dans la vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux. On rappelle juste les faits pour les auditeurs. Yacine devait vous rejoindre pour que vous lui donniez les clés avant de partir au travail. Ne le voyant pas arriver, vous êtes parti. Et lorsque vous êtes descendu dans le hall de l'immeuble, vous avez entendu le bruit d'une grosse porte métallique claquer. Tout à fait. Mais Yacine, il ne devrait pas me donner, ni je lui donne les clés, ni me donner ses clés. Pour moi, il avait ses clés. Et il rentrait à la maison. Et moi, je l'ai appelé à 4h40. Et normalement, il m'a dit d'accord, je vais rentrer. Dernier mot, il m'a dit bisous maman, je lui ai dit bisous chérie. Et puis après, il devrait rentrer. Et moi je l'ai pas vu rentrer. Je me suis dit bon, il est avec ses amis en bas, il va rentrer et tout. Donc après, je suis partie à 5h20. Je suis descendue et avant de quitter la dernière porte de sortie, j'ai entendu un bruit très important. Mais j'ai continué mon chemin. Je suis partie et puis après. Et après, voilà, jusqu'à que j'ai reçu la mauvaise nouvelle de mon fils. Chère madame, on vous souhaite évidemment bon courage, toutes nos condoléances, bien entendu, à toute la famille. Et on espère que cette mobilisation et que les gens vont en tout cas vous soutenir pour que vous puissiez enfin obtenir ce que vous attendez tous, finalement, la vérité concernant la mort de votre fils. Chère madame, bon courage, je vais pas vous embêter plus longtemps et en tout cas... Non, vous m'embêtez pas, au contraire, je voudrais vous remercier et j'espère que les gens, ils vont venir nombreux et qu'on va avoir le soutien jusqu'à qu'on éclaircit, qu'on trouve quelque chose parce que sachant que s'il y a rien qui va se passer pour Yacine, il y a toujours des criminels qui vont rester dans la nature, ça va recommencer et ça va continuer et chacun il doit se poser la question pourquoi, comment on peut avoir un meurtre et c'est clair que il est pas mort tout seul, il est pas mort crise cardiaque ou comme ils disent, non, on se blesse pas quand on tombe crise cardiaque. Donc, tout le monde doit se poser la question comment on n'ouvre pas une enquête, comment on n'interroge pas les gens, comment on cherche pas, comment. Donc, le jour que ça va continuer, ça va pas s'arrêter. Si c'est aussi facile que quelqu'un, il rentrait chez lui et il se fait tuer et on n'ouvre pas d'enquête, donc il y a des criminels qui vont continuer parce qu'ils vont voir que c'est facile de s'en sortir comme ça.
Voilà. Chère madame, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné pour nous sur France Maghreb 2. Et effectivement, comme vous le disiez et vous le rappeliez, vous appelez toute la famille, le comité Vérité pour Yacine, à un grand rassemblement dimanche prochain. On sera le 12 novembre devant le ministère de la Justice à Paris, c'est Place Vendôme. C'est à partir de 13h, c'est ça ? Oui, à 13h. 13h, vraiment, auditeurs, auditrices. Dimanche, c'est férié. Dimanche, on a voilà, vous êtes à la maison, tranquillement. Une sortie plus qu'utile, au-delà d'être agréable, plus qu'utile, c'est d'aller aider, et de soutenir surtout cette famille. Vous l'entendez, cette maman qui vient de perdre son enfant de 24 ans, qui allait présenter d'ailleurs sa future femme. Hein, il allait vous présenter sa future femme, Yacine. Il allait travailler là, il allait obtenir son diplôme pour devenir chauffeur poids lourd. Oui, il rentrer dans la vie active, quoi. Formation. Et cette semaine-là, il n'avait pas formation. Et puis Yacine, il a fait un bac pro. Il a travaillé dans la livraison. Il a travaillé, il a fait un bac pro comptabilité, il a travaillé dans la livraison, il a fait sa propre entreprise, et puis après ça a pas trop marché, il allait recommencer de toute façon, mais là il s'est dirigé vers les chauffeurs poids lourds et tout ça, ça l'a attiré, il aime bien la route, et il était joyeux, c'était un garçon généreux. Mais comment il s'est volatilisé, comment il m'a laissé tout ce vide, comment j'attendais la nuit qui tourne la clé, il rentre, mais je l'ai perdu, moi Yacine chérie. Donc je demande les gens qu'on soit solidaires pour que moi j'éclaircis la situation et eux, que ça leur arrive pas jamais, que ça n'arrivera pas à eux. Voilà. Merci madame. Bon courage. Bon courage madame. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Voilà, c'est dur d'entendre une mère qui crie son désarroi quelque part aujourd'hui face à une injustice, parce que finalement ce que vous réclamez c'est la vérité, vous l'obtenez pas, vous avez que des barrières, que des obstacles. Vous aujourd'hui Bilal, à Item, je te pose aussi la question. Vous êtes persuadés tous les deux que il s'agit d'un crime? Oui. Tout à fait, on est persuadé qu'il y avait un tiers à ce moment-là avec Yacine. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est d'une part toutes les traces qui sont sur son visage, mais pas que sur son visage, sur aussi tout le reste du corps. Lorsqu'on a lu l'autopsie, il était clair et net, enfin en tout cas pour moi et pour le reste de la famille et même pour l'avocat, qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là avec Yacine. Est-ce que les marques, est-ce que les coups qui ont été portés ont causé la mort? Ça, on laisse la justice pas décider, mais trancher sur ça. Oui. Mais en tout cas, il est impossible, il est clairement impossible d'exclure un tiers à ce moment-là. Et voilà. On va rappeler d'ailleurs, parce que vous montrez bien dans la reconstitution, encore une fois, j'invite tous les auditeurs à aller la voir sur Facebook, Vérité pour Yacine. C'est une vidéo que vous avez faite, donc vous avez décidé, Yacine, Bilal, pardon, vous voyez, de reconstituer un petit peu la scène. Il a passé, donc on rappelle, la nuit avec ses copains dans une voiture, jusqu'à ce que votre mère, donc comme il vient de le confirmer, l'appelle au téléphone pour lui demander de rentrer. Ce qu'il fait, il vient. On voit que le chemin entre la voiture où il était et le bâtiment, il y avait pas grand chose, quoi. Ouais. C'était rapide. Une minute. Moins d'une minute. Ouais. Il n'avait pas son badge sur lui, il n'a pas été retrouvé son badge. Non. Pour entrer dans l'immeuble. Non. Donc on se demande comment il a fait, où il est parti. En tout cas, ce badge. Pour entrer dans la cave, il faut une clé aussi. Aussi. Elle a été ouverte, cette porte. Tout à fait. Et votre frère a été retrouvé face contre terre au fond de la cave. Et on vous a dit, la police vous a dit qu'il aurait peut-être tenté de ramper. Et comme vous l'expliquiez dans la vidéo d'ailleurs, très bien. Quand on rampe, quand on veut s'enfuir, on rampe pas vers un cul-de-sac, on rampe dans un endroit où on peut éventuellement sortir. Voilà. Ou même que quelqu'un puisse nous entendre, tout simplement. Tout simplement. C'est un réflexe humain. Donc pantalon baissé, c'est très important de le rappeler. Il a été retrouvé pantalon baissé, face contre terre, avec une barre de fer en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas eu, ne serait-ce que, j'allais dire, un travail basique de fait, notamment de relever des empreintes sur cette fameuse barre de fer? Eh bien, sincèrement, moi, je doute vraiment qu'il y ait déjà la police scientifique qui ait fait son travail sur place, c'est-à-dire les relevés d'empreintes, les relevés d'ADN, etc. Vu que quand je pose la question à la procureure, au juge, ils me répondent pas sur ça.
Ils me disent bah attendez le dossier d'enquête. Et le dossier d'enquête, en fait le dossier, ils vous le donnent le dossier, mais il y a rien dedans. Ils vous disent pas on vous donne pas le dossier. On vous donne le dossier, mais il n'y a pas les éléments d'enquête dedans. Il est incomplet, concrètement. Donc là, on attend encore les photos, on attend encore les photos des lieux du crime, etc., etc. Les ADN, les empreintes, tout ce qui est enquête pure et dure. Là, depuis le début, ils n'ont fait l'enquête que sur le stupéfiant, comme si c'était un toxico qui est parti, qui est tombé tout seul. Ils cherchent d'où vient le stup. Point barre. Ils cherchent pas qui a tué Yacine. Ouais. Et on rappelle quand même qu'un endroit où, par une scène de crime, enfin messieurs, je pense on peut tous se poser la question, une scène de crime, normalement elle est scellée, pour être analysée, pour être décortiquée. Or, à pas moins de 4 heures après, tout était ouvert, tout le monde pouvait venir, quoi. Exactement, en fait, au lieu de sécuriser, parce que de toute façon, la cave, là, ça sert aussi de local poubelle. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens, après cette histoire, vous vous en doutez bien, ils avaient tous peur. Ils étaient terrorisés. Donc bien personne ne descendait dans cette cave. Ouais. Et en plus de ça, c'est un lieu privé. Ouais. Donc, ne serait-ce que sécuriser le couloir, je vois pas où était le mal. Et au lieu de sécuriser ce couloir ou la cave, ils ont laissé la porte de service du gardien, par là où il sort les poubelles, grande ouverte. Et ils sont partis. Ce qui fait que après tous les jeunes du quartier, tous les curieux, tout ça, ils sont rentrés dans la cave. Ouais, et donc ils ont mis leur empreinte, etc. Donc voilà. Compliqué de faire une enquête par la suite. Exactement. Mais la question qu'on peut se poser. La cave, elle était nickel. Concrètement, ouais. Alors que il y a des parties qui étaient sales, le couloir, il était nickel. Donc voilà, il faut à bout d'un moment quand même. Il y a des limites, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je suis désolé. Donc et quand il y a en fait aussi. Mon père et ma mère sont partis faire une émission en Tunisie. Oui. El Hiwar Tounsi, c'est une des chaînes les plus regardées en Tunisie. Ils ont fait un très bon reportage, très bon montage. Ils ont passé une interview de mes parents sur le plateau. Et ensuite, en réponse à ça, l'ambassadeur de France en Tunisie a appelé la chaîne pour leur dire que l'enquête était lancée et que des gens avaient été entendus. Mais là, c'est pire que de la démagogie. En fait, lui, de quoi il parle, c'est l'enquête criminelle, l'enquête du stupéfiant. Au lieu d'ouvrir une enquête criminelle, il cherchait d'où venait le stupéfiant, et ce monsieur parle de l'enquête stupéfiant. Il parle de l'enquête qui consiste à chercher d'où vient le stupéfiant, pas qui a tué Yacine. Donc, en vrai, c'est vraiment de la démagogie pure et dure. Et les gens qui ont été entendus, ils parlent de moi et les gens de la famille qui ont été entendus par le procureur et le juge. Donc franchement, c'est pas comme s'ils nous avaient convoqués, c'est nous, on a fait des mobilisations, etc. pour être entendus. Donc lui, comment il en parle, c'est que les choses sont réglées, etc. Là, c'est vraiment, c'est pire que de la langue de bois, là. Alors, pardon de te poser la question, mais je te la pose quand même. Aujourd'hui, donc, on dit que Yacine est décédé à cause d'une prise excessive de cocaïne. Donc, or, tu émettais énormément de doutes sur le fait que Yacine se drogue. Tout à fait, tout à fait. Et tu continues aujourd'hui de dire que Yacine, selon tes informations, pas selon ce que tu connaissais de ton frère, évidemment, ne prenait pas de drogue. Tout à fait, tout à fait. Moi, on n'a jamais remarqué un seul comportement suspect. Un mois avant, le mois d'avant son décès, il était en Tunisie pendant plus d'une dizaine de jours avec ses amis. Ils étaient avec lui tout le temps, du matin au soir. Ouais. Ils ont jamais rien vu dans ses poches, ils ont jamais rien vu traîner, ils ont jamais vu un comportement anormal qui s'absentait ou quelque chose. Donc quand même, je suis désolé si ma mère, nous, la famille, ses proches, ses amis, personne n'a rien remarqué. Quand même, au bout d'un moment, on peut pas se cacher, mais surtout dans les quartiers, hein, tout se sait. Tout se sait, voilà. Voilà, le monde est petit, donc si quelqu'un est consommateur, vous inquiétez pas, ça serait su. Ouais. Et donc, nous, on a des gros doutes sur le fait, nous, on penche sur un empoisonnement. Ouais. Sur une injection, un empoisonnement, peu importe. Un étouffement suivi d'une prise forcée de cocaïne, j'en sais rien. Mais il s'est passé quelque chose. Une estimation sur l'heure du décès? Non, pas sur le rapport d'autopsie. Il n'y a pas eu d'estimation. Donc en fait, cette enquête est complètement bâclée. Tout à fait. Voilà. Pour faire simple, l'enquête est bâclée et on peut se poser la question très légitimement aujourd'hui, pourquoi la justice ne fait pas lumière? Elle en sortirait grandie avec tous les honneurs en tout cas.
de cette justice à laquelle on croit tous et à laquelle on a tous confiance, pourquoi elle émet autant de blocages? Pourquoi elle met autant de barrières pour cette famille qui réclame simplement la vérité? C'est exactement ça, Christophe. D'ailleurs, je tiens à dire que le tribunal de Bobigny particulièrement est débordé. Nous, quand on a fait une mobilisation devant, il y avait une mobilisation en parallèle des magistrats et des juges, de tout le personnel du tribunal, pour dire qu'ils avaient trop de boulot, ils avaient trop de dossiers, 6000 dossiers en attente. Donc, pourquoi? Comment? C'est quand même incroyable. On demande juste d'avancer dans l'enquête, qu'ils nous donnent le dossier. Donc eux, normalement, ça devrait les arranger s'ils sont sûrs de leur version. En quoi ça les dérange de nous laisser faire, de nous laisser avancer? On comprend pas. Personne ne comprend. Alors, comment ça va se passer concrètement, Bilal, aujourd'hui? Donc, il y a cette mobilisation dimanche que vous avez décidé d'organiser devant le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, dimanche 12 novembre à partir de 13h. On va le répéter cette semaine régulièrement et on compte sur vous évidemment, tous et toutes, pour venir témoigner votre solidarité, demander, parce que c'est ensemble qu'on est les plus forts finalement, c'est l'union qui fait la force, comme partout d'ailleurs. Donc plus on sera nombreux et nombreuses, plus peut-être qu'on arrivera à faire entendre les demandes de cette famille qui, vous l'avez entendu quand même, vous avez entendu cette maman qui crie ce désarroi, vous entendez Bilal qui se bat avec sa sœur et tous ses amis pour réclamer justice, parce que eux, ils sont persuadés de la piste criminelle. La police, la justice ne leur répond pas, ne les aide pas, ne les oriente pas, au contraire, leur met des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, vous avez toujours ce corps de Yacine qui est bloqué à l'Institut médico-légal. Concrètement, Bilal, là, aujourd'hui, on est le 6 novembre, au lendemain de cette mobilisation de dimanche. Si toutefois vous n'obtenez rien, jusqu'à quand vous êtes prêt à tenir comme ça, Bilal? Eh bien, sincèrement, là, nous sommes rentrés dans un bras de fer. Je sais que le bras qui est en face est très gros. Mais moi, je suis seul, ok? Simplement, moi, je suis victime d'une injustice. Fatalement, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde peut être touché par ça. Que ce soit un ami, un cousin, un frère, un père, un fils, peu importe. Tout le monde peut être touché. Donc demain, ça peut être vous qui m'écoutez, ça peut être toi Christophe, ça peut être mes amis qui sont autour de moi. Donc si on se bat pas maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a que deux solutions quand on est victime d'une injustice, c'est se battre ou baisser les bras. Si on se bat pas maintenant, un jour ou l'autre, fatalement, ça va vous arriver. Donc maintenant, exigeons qu'on soit considéré un minima. Exigeons un minimum de considération de ces institutions. Nous ne sommes pas des sous-citoyens. Nous ne sommes pas, nos vies ne valent pas moins que celles des animaux. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat, hein. C'est pour dire ça. Donc, tout le monde peut venir à cette mobilisation. Les familles, les enfants, les anciens. C'est une mobilisation pacifique. C'est une mobilisation familiale pour demander la justice, pour demander la vérité devant le ministère de la Justice, justement. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui se passe pour votre frère, donc décédé dans des circonstances inconnues aujourd'hui. Est-ce qu'on peut conserver le score comme ça, vitam aeternam, comme ça, à l'Institut médico-légal? Non, on peut pas. D'ailleurs, il y a pas longtemps, nous étions à la morgue. Et même le personnel de la morgue. Je rappelle la date, le 14 septembre. Le 14 septembre. On est le 6 novembre. C'est-à-dire que dimanche, ça fera 2 mois. Ouais. Ça fera 2 mois que mon frère attend de reposer en paix. Donc, franchement, là, au bout d'un moment, je suis d'accord, ce qu'ils font, c'est légal, mais c'est pas du tout moral. C'est dégueulasse. Laisser une mère en deuil, laisser une famille en deuil, non seulement en attente, mais en plus en bataille, en plus du deuil. C'est quand même incroyable. Normalement, on facilite les choses dans ces situations. On met pas des bâtons dans les roues. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, tous ceux qui ont une vision de près ou de loin sur cette histoire, me confirment et me disent que eux aussi voient qu'on me met des bâtons dans les roues. Voilà. Dimanche, 13h, place Vendôme. Je compte vraiment sur tous et toutes. Tiens, item. Mobilise aussi à ton niveau. Invite les auditeurs à venir dimanche.
On invite vraiment tout le monde, toute génération et toute origine confondue à venir nous rejoindre, à soutenir, que vous veniez... Tous ceux qui croient à la justice, hein. Tous ceux qui croient à la justice, et je ne doute pas que tout le monde croit à la justice dans ce pays, que vous veniez des quartiers populaires, que vous veniez des quartiers riches de Paris ou d'ailleurs, venez nous rejoindre à demander, pour soutenir, à demander les droits les plus fondamentaux. C'est des droits fondamentaux qu'on demande, rien de plus. Un dernier petit mot, Adama. Toi, tu mobilises, toi, à travers ton Facebook, la Révolution en marche. Oui, on appelle vraiment tous les citoyens français à se réunir le 12 novembre à 13h à Place Vendôme. Car à un moment donné, ce qui arrive à la famille de Yacine, c'est-à-dire à Bilal, sa sœur, ses parents et tout, etc., peut vraiment arriver à tout le monde. Et à un moment donné, la lutte, elle est jusqu'au bout. Il faut lutter juste intelligemment, tout simplement. Eh bien, on compte sur vous tous, évidemment, ce dimanche, à partir de 13h, Place Vendôme, ministère de la Justice. Soyez là, tous nombreux. Et nous, on continue de suivre ce dossier parce que quand on ouvre un dossier, Bilal, on aime bien aller jusqu'au bout. Et j'espère qu'on va avoir des nouvelles rapidement, que vous puissiez obtenir ce que vous demandez, de manière légitime, tout simplement, la vérité sur les circonstances de la mort de Yacine le 14 septembre dernier dans cette fichue cave du côté de Nolnay-sous-Bois. Bon courage, Bilal, merci. Merci à Item. Merci à Adama. Je tenais à remercier vraiment France Maghreb pour le bon travail que vous faites, le suivi, parce que comme vous l'avez dit, comme la police et les journalistes n'ont pas fait leur travail, on a dû se mobiliser, on a dû faire des reconstitutions, une enquête. C'est quand même incroyable que des citoyens aient à faire ça. Nous on est des citoyens comme les autres, on est des contribuables. Donc quand il y a un problème, quand il y a mort d'homme, les institutions doivent nous soutenir normalement. Et allez voir d'ailleurs cette reconstitution que vous avez d'ailleurs vous-même fait au travers d'une vidéo sur la vérité pour Yacine sur Facebook, sur Twitter, la vérité pour Yacine aussi. On vous a relayé d'ailleurs la vidéo ce week-end sur la page Facebook France Maghreb 2. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Et j'espère avoir des nouvelles. J'allais pas dire des bonnes parce qu'elles sont jamais bonnes dans ces cas-là, mais des nouvelles rapidement concernant la vérité. Concernant la mort de votre frère. Merci beaucoup, Bilal. Merci. Bon courage à toute ta famille, évidemment. Au revoir. À tout de suite dans un instant. Libertad sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct pour les 5 dernières minutes pour le coup et pour Libertad et tiens mon ami Medjed qui va reprendre la relève dans un instant pour la bonne humeur. Salut Medjed. Salut Christophe, salut tout le monde. Jusque 20h évidemment avec le programme jeux, cadeaux, petites annonces, il y a tout quoi. Il y a tout, on fait vraiment tout. Hein, vraiment. Libertad, c'est maintenant 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Ouais. Allô. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed. Ouais, je vous remercie pour le travail que vous faites, parce que vous donnez la parole à des gens qui sont invisibles dans les autres médias, et c'est très important que vous leur permettez de s'exprimer. Et je tiens à présenter mes condoléances à cette famille. Je sais ce que c'est que de perdre un être. On a perdu trop de cousins, trop de frères, trop de voisins comme ça. Non. Et c'est bien. Et moi-même, je me sens un peu coupable de ne pas m'y être intéressé un peu plus à cette affaire. C'est vrai que je l'avais écouté sur votre radio et j'ai pas fait l'effort de faire des recherches, de m'y intéresser, de m'investir un peu plus. Et Inch'Allah, je serai là le dimanche. On sera là tous. Je ferai en sorte autour de moi de propager l'information. Merci Mohamed, voilà. Merci pour eux en tout cas, merci beaucoup. À vous. 01 40 33 9000 dimanche 13h place Vendôme pour évidemment réclamer la justice et la vérité et surtout pour Yacine. On compte sur vous tous et vous toutes, faites comme Mohamed, donc allez vous intéresser à cette affaire et allez sur la page Facebook France Maghreb 2. On vous a partagé la vidéo qu'ils ont faite cette famille d'une reconstitution qu'ils ont faite eux-mêmes, voyant que la police ne faisant rien, la justice ne faisant rien, ils ont fait leur propre reconstitution et on l'a publié donc sur la page Facebook France Maghreb 2 ce week-end. 01 40 33 9000 Libertad, comme son nom l'indique, vous nous appelez en toute liberté pour nous dire ce que vous voulez, évidemment réagir à l'émission, un petit coup de gueule, un coup de cœur, un bonjour à passer, une dédicace, bref c'est vous qui avez la parole et en toute liberté. Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous nous appelez, vous pouvez en tout cas nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. On prend le risque tous les jours Medjed dans cette émission. 01 40
40 33 9000, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, partout ailleurs en France ou à l'étranger. 00 33 1 40 33 9000. Vous nous appelez évidemment et vous pourrez continuer d'appeler l'ami Medjed juste après 18h parce qu'il sera là comme chaque soir d'ailleurs de 18h à 20h pour vous divertir après cette émission quelque peu lourde. On va tenter de divertir, mais c'est bien qu'aussi qu'il faut de tout et donc il faut de la vraie culture et de la vraie information et puis après on se détend tranquillement, il y a pas de souci. Et dans 2 jours, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? C'est mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Dans 2 jours, ça y est. Tu vas vieillir. Je vais vieillir, mon cher ami Christophe. Oui. On va tous vieillir un jour, hein. Ça c'est sûr. 01 40 33 9000 pour lui souhaiter non pas bon anniversaire parce qu'on souhaite jamais à l'avance. Il paraît que ça porte malheur. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Mais pour Libertad évidemment, n'hésitez pas si vous souhaitez nous dire ce que vous voulez dans le cadre de cette émission, dans cette partie qui s'appelle donc Libertad. 01 40 33 9000. Vous êtes peut-être sorti du travail là. Oui. Vous avez passé votre première journée après les vacances. Voilà. Exactement. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Oui. C'est Salim de l'Essonne. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe? Je voulais tout d'abord souhaiter mes condoléances à la famille, à la famille de, comment il s'appelle? Yacine. Votre invité. Oui, Yacine. Et je souhaite un bon courage à son frère et à ses sœurs et sa mère. Et j'espère que ça va s'arranger. Oui, en tout cas qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent, c'est-à-dire la vérité. Exactement. On ne demande que ça, ouais. Merci Salim, tu seras là dimanche? J'espère, je vais être là, j'espère. Bon, merci à toi Salim, merci beaucoup. Salim, le beau gosse. Salut Salim, à bientôt. À bientôt. Tu le connais? Non. Ah bon? Et c'est tous des beaux gosses pour nous, allez, c'est pas grave. 01 40 33 9000, Libertad, à la liberté. Je sais que t'aimes ça. J'aime bien quand les gens appellent comme ça, ils disent ce qu'ils veulent et tout, ça s'exprime. Qu'ils appellent pour dédicace, pour passer un bonjour, déclarer votre flamme à votre cher et tendre. Ah oui, pourquoi pas. Oh là, il est déjà 18h. Ah oui, ça y est, il faut qu'on rende l'antenne, c'est fini. 18h, dans un instant Medjed, pour l'heure 18h, le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir, à demain. Bonsoir à tous. 350 milliards d'euros qui s'évaporent dans les paradis fiscaux. Nouvelle révélation des Paradise Papers ce soir à 19h. 18 mois après les Panama Papers, les Paradise mettent au jour des circuits d'optimisation fiscale à la limite de la légalité. Les premières révélations hier soir pointaient du doigt la reine Elisabeth d'Angleterre, des proches de Donald Trump ou encore Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Elle est morte sans doute asphyxiée, c'est un meurtre donc, mais impossible de dire pour l'instant si Alexia Daval a subi des violences sexuelles. Des examens complémentaires sont en cours, explique la procureure de Besançon. Les obsèques de la jeune joggeuse de 29 ans seront célébrées mercredi à Gré en Haute-Saône. 2 mois après l'ouragan Irma, journée de rentrée scolaire sur l'île de Saint-Martin, rentrée en présence du Premier ministre Édouard Philippe, qui passe également quelques heures à Saint-Barthélemy. Les forains mobilisés en région parisienne ce matin, ils ont mené des opérations escargots pour exiger le retour du marché de Noël sur les Champs-Élysées, mais la mairie de Paris ne cède pas. La 23e conférence des parties sur le climat, la COP23, s'est ouverte ce matin à Bonn, en Allemagne. Le chantier est énorme, mais les dangers qui nous menacent le sont davantage. Émissions de gaz à effet de serre incontrôlables, température record, banquises qui fondent de plus en plus. La COP23 qui s'est ouverte sur un appel au secours du président fidjien. Il exhorte les pays du monde entier à tenir, voire à amplifier l'accord climat de Paris en 2015. Les îles Fidji en première ligne face à la montée des eaux du Pacifique Sud. Du nouveau dans les collèges, désormais tous les collégiens qui le souhaitent auront droit à 4 heures de soutien scolaire chaque semaine. Une aide aux devoirs gratuite qui sera étendue aux élèves de primaire l'année prochaine. Coût de l'opération 220 millions d'euros en 2018. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.